Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. L'étude de la philosophie des druides nous mène à un questionnement plus large. Quel est le rôle des sagesses indigènes dans la construction du savoir? Question soulevée par Jean-Louis Bruno, archéologue et chercheur au CNRS. En quoi les anciennes spiritualités sont-elles essentielles? Peut-être parce qu'elles sont le socle de la plupart des identités culturelles et des connaissances traditionnelles. Des philosophes grecs aux prêtres de l'Égypte antique, des moines bouddhistes aux brahmanes de l'Inde védique, des guérisseurs de l'Amazonie aux chamans de Sibérie, les sages des anciennes traditions sont dépositaires d'un savoir et d'une éthique sur lesquels se sont construites les diverses cultures humaines. Mais peut-être aussi les spiritualités sont-elles essentielles? Parce qu'elles abordent des énigmes existentielles qui ont depuis toujours fasciné les hommes. Homo sapiens, l'homme sage, est avant tout un être conscient et pensant qui de tout temps se pose des questions métaphysiques. Quel est le sens de la vie? Quelle est la nature véritable des êtres et des choses? Est-elle matérielle ou spirituelle? Y a-t-il une vie après la mort? Quelle est l'origine de l'univers? Depuis que l'homme est à même de raisonner, il s'interroge sur lui-même et le monde qui se manifeste à lui. Ces réflexions sont des idées innées, ancrées au plus profond de notre intellect. Elles n'ont pas d'âge et ressurgissent à travers les millénaires. Les diverses cosmologies et théogonies, comme tant d'autres idées et croyances religieuses, représentent partout dans le monde ancien un héritage transmis depuis la préhistoire, explique ce grand historien des religions que fut Mircea Eliade, 1976. Toutes les philosophies et toutes les spiritualités du monde sont, au gré des peuples et des croyances, autant de voies empruntées par l'humanité pour tenter de répondre à ces interrogations. C'est ainsi qu'Homo sapiens est devenu Homo religiosus, selon l'appellation consacrée, c'est-à-dire un homme religieux ayant le sentiment que son existence est connectée à un principe supérieur, à quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus sacré, qui relie tous les êtres et toutes les choses à un ensemble sans nom. Pour qui s'intéresse à ses propres racines, ces savoirs traditionnels sont un patrimoine d'une valeur inestimable, un héritage qui peut nous éclairer sur ces questions existentielles qui se posent toujours et encore. En Europe, la culture celtique s'est pleinement développée au cours du premier millénaire avant notre ère. Elle appartient à ces anciennes traditions indigènes ayant développé un courant de pensée élaboré, enseigné jadis par les druides. Elle présente la particularité de constituer, après l'âge de pierre caractéristique de la période néolithique, l'un de nos plus anciens héritages connus, avant que les influences romaines, chrétiennes puis germaniques ne marquent profondément l'histoire et les mœurs de notre société occidentale. En quelque sorte, la civilisation celtique est à l'Europe centro-occidentale ce que la civilisation maya, ou olmèque si l'on veut remonter plus loin dans les cultures précolombiennes, est à l'Amérique centrale avant que cette dernière ne soit colonisée et christianisée. Les croyances celtiques nous font ainsi découvrir les bases d'une philosophie archaïque, dans le sens ancestral du terme, pré-chrétienne, native de l'Ancien Monde, riche de tout un corpus de connaissances portant sur diverses thématiques telles que les sciences de la nature, l'astronomie, la divination, la médecine, la magie, l'éthique et bien d'autres encore. La classe des druides était dépositaire de ce savoir. À la fois sages, prêtres, philosophes, voyants, instructeurs, médecins, ces personnages aux multiples facettes transmettaient l'enseignement spirituel des Celtes. Nous avons failli perdre entièrement ce patrimoine car issu d'une tradition essentiellement orale, aucun ouvrage, aucune archive n'a jamais été rédigée par un authentique celte à l'apogée de sa civilisation. Aucune doctrine druidique n'a directement été transmise de bouche de druide à oreille de druide depuis l'âge du fer jusqu'à nos jours. Mais fort heureusement, certains éléments ont pu être sauvegardés, grâce aux différentes sources que constituent les descriptions des auteurs gréco-latins contemporains des Celtes, l'analyse des textes mythologiques des Celtes insulaires retranscrits par les moines copistes et bien sûr, les apports des philologues, archéologues et historiens des religions compilés dans d'innombrables ouvrages développés principalement entre les 19e et 21e siècles. Par ailleurs, la tradition a bénéficié d'une relative et fragile continuité, entrecoupée de périodes plus obscures où elle semble avoir sombré dans l'oubli, de sorte que l'héritage a pu être en partie reconstitué. Si bien qu'aujourd'hui, l'état de l'art sur les Celtes et leur religion, s'il nous est permis d'utiliser ce terme, comporte une vaste littérature.
Les connaissances actuelles ont même permis de dresser les principaux traits de leurs croyances. On ne compte plus aujourd'hui les références bibliographiques traitant des druides ou des croyances celtiques. Malheureusement, il faut bien reconnaître que la qualité et la pertinence de ces ouvrages sont tout aussi variables. Ces croyances, quelles sont-elles? Quelle forme de spiritualité et de philosophie avaient développé les Celtes? Pour le savoir, il est nécessaire de rassembler les quelques concepts dont nous disposons et lorsque les données sont manquantes, de comparer, avec toute la circonspection que cela exige, avec d'autres courants de pensée dont la similitude avec la tradition celtique est attestée. Il nous a également semblé intéressant, c'est l'apport original de notre travail, d'analyser ces concepts et ces croyances sous la lumière des sciences modernes, afin de tirer un trait d'union entre le passé et le présent, entre une pensée traditionnelle et les connaissances actuelles. Cette approche cherche à comprendre, selon des critères plus rationnels propres à notre époque, la signification de certaines théories théologiques, spirites ou animistes des anciennes traditions. Elle nous montre que les conceptions des temps passés ne correspondent pas toujours au tissu de superstitions naïves que nos esprits cartésiens se plaisent à critiquer, mais qu'elles se fondent souvent sur des bases raisonnées qui reflètent une facette méconnue, mais néanmoins objective du réel. Nous pouvons même affirmer, à propos des grandes questions évoquées plus haut, que la science actuelle a tendance à redécouvrir ce que les anciens soupçonnaient déjà. Ce serait certainement une erreur de sous-estimer ou de rejeter aveuglément les savoirs traditionnels, dont la spiritualité fait partie, car à y réfléchir, la science et la religion ont un objectif commun, donner à l'homme un peu plus de sens à la vie. Tandis que la science se pose la question du comment, la religion s'interroge davantage sur le pourquoi. Plus récemment, un astrophysicien de renom disait « La science et la spiritualité sont deux fenêtres complémentaires qui permettent à l'homme d'appréhender le réel » Twan Instone 2007. Nous partageons cette ouverture d'esprit, considérant que ces deux grands domaines du savoir sont au fond compatibles, partant du principe que la plupart des questions spirituelles peuvent être appréhendées avec la raison, même si elles relèvent de phénomènes énigmatiques dont nous n'avons pas toujours la clé et qui, en tout état de cause, dépassent notre condition humaine et matérielle. Cette approche de la spiritualité par le raisonnement est même une caractéristique de la philosophie européenne, comme le fait remarquer le philosophe et logicien Bertrand Russell, 1872 à 1970, dans son Histoire de la philosophie occidentale. La combinaison des mathématiques et de la théologie, qui a commencé avec Pythagore et les druides ajoutons-nous, caractérise la philosophie religieuse en Grèce au Moyen Âge et à notre époque jusqu'à Kant. Chez Platon, saint Augustin, saint Thomas d'Aquin, Descartes, Spinoza et Leibniz, il existe une union intime de la religion et du raisonnement, de l'aspiration morale et de l'admiration logique de ce qui est éternel, qui provient de Pythagore et distingue la théologie européenne de la spiritualité orientale. Russell in Capra 1985. Plus récemment, Albert Einstein lui-même soutenait que le sentiment religieux cosmique était pour lui la base de sa démarche scientifique. Sans être pour autant croyant, il affirmait « Je crois au Dieu de Spinoza qui se révèle lui-même dans l'ordre harmonieux de ce qui existe, et non en un Dieu qui se soucie du destin et des actions des êtres humains. » Ceci pour dire que la foi et la raison sont parfaitement conciliables. Pourtant, depuis le postulat d'objectivité de Descartes et le siècle des Lumières, notre culture occidentale s'est résolument axée vers le rationalisme, tournant pour ainsi dire le dos à toute forme de mysticisme. C'est hélas une caractéristique du monde moderne, comme le rappelle Mircea Eliade, 1959, lorsqu'il évoque la quasi-disparition de l'initiation mystique dans nos sociétés occidentales, alors qu'elle est d'une importance capitale dans les sociétés traditionnelles. Il n'en a pas toujours été ainsi puisqu'à l'origine de certaines sciences, la réflexion métaphysique, voire mystique, accompagnait la démarche scientifique. Dans un numéro des cahiers de Science et Vie, un historien des sciences pose le constat suivant. La science et les disciplines que nous appelons aujourd'hui occultes ont pendant longtemps cohabité, se nourrissant les unes des autres. Ce constat est entièrement juste, car ces deux disciplines faisaient autrefois partie d'une seule et même culture. Par exemple, l'astronomie, l'observation des astres et de leurs cycles, et l'astrologie, l'étude de l'influence des astres sur les êtres, leur psychologie et leur destinée, étaient intimement liées. Ptolémée 90 à 168, savant grec influent de son époque,
écrivit au IIe siècle de notre ère un traité d'astronomie, l'Almageste, mais aussi un traité célèbre d'astrologie, le Tétrabilbo. Johannes Kepler 1571 à 1630, un autre astronome plus connu pour ses équations mathématiques, les lois dites de Kepler, était également astrologue. Dans un autre registre, l'alchimie a donné naissance à la chimie, lui léguant ses techniques et ses instruments. Anecdote méconnue, Isaac Newton, 1643-1727, célèbre physicien fondateur de la science moderne, père de la théorie de la gravitation universelle, s'est intéressé une grande partie de sa vie à l'occultisme en étudiant l'alchimie. Alors que la postérité le considère comme un scientifique pur et dur, voici ce qu'il disait à propos de son ouvrage majeur, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Lorsque j'ai entrepris d'écrire mon traité au sujet de notre système, j'avais en vue des principes qui pourraient aider les hommes à croire en Dieu, et rien ne me satisfait plus que de constater son utilité à ce propos. Mais si j'ai rendu ainsi quelques services au public, c'est seulement le fruit du labeur et d'une patiente réflexion. À la même époque, Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646 à 1716, savant polyvalent versé dans la philosophie, les mathématiques, il a découvert le calcul infinitésimal parallèlement à Newton, la logique, la physique, la géologie, etc., a développé des théories innovantes en métaphysique et en théologie, spéculant sur la nature spirituelle des êtres et de l'univers à travers le concept des monades. Dans la société celtique de l'Antiquité, les savants, les druides, conciliaient également la science et ce qui relève de la spiritualité, du divin, du sacré. Pratiquant la magie et la divination, ils étaient versés dans ce que nous appellerions aujourd'hui les sciences occultes. Ils enseignaient à la fois le savoir positif, tout en cultivant une forme de mysticisme, de paganisme et de spiritualisme ésotérique, avec toutes les implications qu'une telle conciliation sous-entend sur la manière dont nos ancêtres considéraient les êtres, les choses et l'évolution de la vie. En effet, ces considérations sont importantes car elles influencent profondément les relations que tisse l'homme avec son environnement. Le gouffre est énorme avec notre société moderne, en particulier le monde occidental, qui s'est littéralement déconnecté de la nature, société caractérisée par deux courants de pensée en quelque sorte contradictoires. Le premier consiste en la domination des grandes religions monothéistes, les religions du livre, qui présentent toutes un caractère anthropocentrique assez marqué, en établissant une ligne de démarcation très nette entre l'homme et le reste de la création. Le deuxième courant se caractérise par une adhésion de plus en plus marquée à l'athéisme et au matérialisme, conduisant tous deux à une sorte de vide philosophique, une absence de réflexion métaphysique sur l'homme, les êtres et les choses. Nous pensons qu'il existe une relation étroite entre la domination des courants de pensée précités, idéologie monothéiste ou matérialiste, et la rupture que nous constatons aujourd'hui entre l'homme et la nature. Il ne faut pas s'étonner d'une telle déconnexion puisque le matérialisme a tendance à désacraliser la nature et à chosifier ses composantes, tandis que l'hégémonie des grandes religions a entraîné la disparition de la plupart des anciennes spiritualités qui, elles, avaient un caractère panthéiste nettement plus marqué, prenant au contraire une interdépendance écologique entre la nature humaine et non humaine. Le rejet ou l'oubli de ces valeurs au fil des siècles a bien évidemment eu de lourdes conséquences sur nos mentalités et nos attitudes de vie. Les implications sont devenues capitales aujourd'hui, comme le souligne Jan G. Barbour, professeur émérite de physique et de religion au Carleton College de Northfield, Minnesota, quand il affirme que la formulation d'une théologie de la nature qui encourage un profond respect de l'environnement est un enjeu crucial de nos jours, Barbour 2005. Un regain d'intérêt se fait d'ailleurs sentir pour les anciennes spiritualités proches de la nature, comme en témoigne le bourgeonnement de mouvements liés au néopaganisme, le récent courant New Age, ainsi que la multitude de pratiques puisant leur inspiration dans les traditions orientales, bouddhistes et hindouistes principalement, tels que le yoga, la méditation, le feng shui, le tai chi, etc., qui rencontrent un certain succès dans une culture occidentale ayant manifestement de plus en plus affinité pour ces pratiques orientées vers le bien-être et l'éveil. Sans oublier toutes les médecines traditionnelles, herboristerie, acupuncture, réflexologie, hypnose, etc., vers lesquelles nous nous tournons de plus en plus fréquemment,
sans pour autant adhérer ou comprendre pleinement le système spirituel dans lequel beaucoup de ces pratiques s'inscrivent. Cette tendance, somme toute assez nouvelle, est symptomatique d'une aspiration chez l'homme moderne à renouer avec lui-même, avec la nature et dans une certaine mesure avec le sacré. Dans notre course effrénée vers la consommation, le confort et le profit, nous nous sommes quelque peu égarés et avons perdu des repères essentiels. Nous avons maintenant besoin de nous ressourcer avec nous-mêmes, mais aussi avec la nature à proprement parler, c'est-à-dire cette nature sauvage qui nous environne et qui nous fascine. Car quoi que l'on en dise et quels que soient nos efforts pour nous en isoler, tel est notre berceau, telle est notre origine. Toutes les anciennes traditions païennes ont entretenu cette conscience écologique, en attachant une importance particulière aux relations métaphysiques entre l'homme et la nature. Les questions d'ordre spirituel sont tout aussi importantes d'un point de vue ontologique, liées à cette éternelle quête de vérité et de transcendance que l'homme cherche à atteindre à travers la spiritualité. En effet, l'esprit, au sens spirit du terme, il existe ou il n'existe pas. De même que Dieu, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, il existe ou il n'existe pas. De ces deux alternatives, une seule est correcte. De l'athée ou du croyant, un seul a raison. Ces préoccupations demeurent entièrement d'actualité. Une enquête publiée dans les dossiers de la recherche donne un aperçu de la position des habitants de différents pays. 51% des personnes interrogées croient en Dieu ou en une divinité suprême, et qu'il existe quelque chose après la mort. Ces idées sont donc encore bien ancrées dans l'esprit des hommes. Les réponses à ces questions nous mènent à des implications philosophiques fondamentalement différentes. La thèse purement matérialiste et mécaniste conclut à un réductionnisme, couplé à une sorte de non-sens par rapport à notre existence. C'est l'univers considéré comme une gigantesque machine gouvernée par des forces aveugles. C'est la vie considérée comme un simple agencement d'atomes, comme un accident fortuit résultant des aléas impondérables d'une nature chaotique qui, par une chance extraordinaire, est parvenue à générer des structures complexes comme les êtres vivants qui évoluent, naissent et meurent sans aucune finalité si ce n'est le hasard et le néant. La thèse théologique et spiritualiste penche plutôt pour une téléonomie de la nature, ainsi que la reconnaissance d'une forme d'intelligence dans l'univers qui se manifeste dans l'ordre harmonieux des êtres et du monde, lui-même perçu comme une unité vivante et cyclique dont toutes les formes de vie font partie intégrante. C'est également la conscience perçue comme une force psychique qui perdure et se perpétue dans l'univers, au-delà de la physique, dans d'autres niveaux de la réalité. La philosophie druidique s'intègre indubitablement dans cette deuxième conception de la vie. Pour certains, ces spéculations sont vaines et sans issue, car elles constituent des questionnements au sujet desquels nous n'aurons jamais la réponse. Mais pour d'autres, elles sont capitales car elles bouleversent notre perception du monde ainsi que notre manière d'être et de penser. En effet, si l'esprit existe, perdure et se perpétue, comme le pensent la plupart des spiritualités, notre existence sur cette terre prend une toute autre tournure. Entre science, tradition et religion. Pourquoi vouloir réinterpréter une ancienne spiritualité telle que le druidisme sous la lumière des sciences modernes ? Pourquoi faire ce grand écart entre deux modes de pensée séparés de près de 3000 ans ? Du reste, y a-t-il quoi que ce soit de rationnel dans les croyances religieuses ? Comment la science peut-elle se positionner sur les grands thèmes récurrents de la religion ? Voilà quelques interrogations qui émergent d'une telle approche. Autant d'interrogations qui reviennent à l'ordre du jour, comme semblent l'indiquer les sujets développés dans les revues de vulgarisation scientifique, par exemple pour la science, les dossiers de la recherche ou encore les cahiers de sciences et vie, pour citer quelques périodiques francophones dont les numéros récents sont consacrés aux thèmes de Dieu, de la science et de la religion. À la lecture de ces articles, nous nous rendons compte à quel point nous nous posons les mêmes questions métaphysiques que dans le passé, à la différence que nous avons la chance, grâce au progrès de nos connaissances, de poser un autre regard pour tenter de dégager une meilleure compréhension des choses. Le sujet pénètre également la communauté universitaire, puisque des centres de sciences et de religion ont été créés au sein d'universités comme Harvard, Oxford, Cambridge ou Columbia. La religion et les expériences mystiques qui lui sont associées sont du reste passionnantes. Elles méritent une analyse, pour ne pas dire une psychanalyse poussée. Comme disait Sigmund Freud dans son essai Psychanalyse et télépathie, 1921, il ne paraît pas possible de mettre de côté l'étude des faits dits occultes.
Elles ouvrent la porte sur des phénomènes psychiques inexpliqués comme la transe et les états modifiés de la conscience, les relations entre l'esprit et la matière ou encore la perception extrasensorielle, clairvoyance, télépathie, influence à distance, etc. Si les recherches récentes en parapsychologie semblent bien démontrer la réalité de ces phénomènes, force est de reconnaître qu'ils demeurent tout aussi mystérieux et énigmatiques. Derrière ces recherches, tout indique qu'il se passe quelque chose. Nous sommes convaincus, c'est une opinion personnelle, qu'il y a des réalités à saisir derrière les spiritualités dont les doctrines ésotériques sont compatibles avec les lois de la nature et les faits connus de la science, discipline pouvant nous éclairer de manière objective pour séparer le vrai du faux, le réel de l'imaginaire. Lisez les anciens, mais aussi tous les essais sur les avancées scientifiques de votre temps. Si la science contredit fermement votre croyance, alors quittez votre croyance et suivez la science qui est une des formes de philosophie appliquée dans le monde. Blanchet et dans l'eau, 1996. Tel était le message de John Toland, cofondateur du Druid Order en 1717. Nous approuvons cette démarche, et sommes également convaincus que les anciennes sagesses détiennent une part de vérité qu'il faut comparer, mettre en parallèle, voire même confronter à la science actuelle pour éliminer les résidus qui appartiennent au domaine de l'imaginaire et conserver les éléments tangibles d'une réalité invisible. Il nous paraît dès lors essentiel de rétablir un lien entre ces deux champs du savoir. Dans son livre intitulé « Quand la science rencontre la religion », Yann Barbour 2005 propose une classification en 4 catégories pour définir les relations entre la science et la religion: conflit, indépendance, dialogue et intégration. De prime abord, ce sont les relations de conflit et d'indépendance qui nous viennent à l'esprit car nous pourrions croire que la science et la religion sont inconciliables. En effet, l'attitude obscurantiste de l'Église à l'égard des découvertes scientifiques est restée gravée dans la mémoire collective. Il s'agit d'un terrain miné sur lequel la culture occidentale a traversé de nombreux conflits. Ce n'est ni Copernic, ni Galilée, ni Darwin pour ne citer qu'eux qui nous contrediront. À ce titre, l'astronomie et les sciences de l'évolution ont été et sont toujours de véritables champs de bataille intellectuelle. Les questions et les découvertes dans ces deux disciplines ont donné naissance au grand courant de scepticisme qui a prévalu ces 4 derniers siècles. Ce courant a creusé le gouffre entre la science et la religion. Dans le modèle actuel de pensée prédominant, les considérations religieuses ou spirituelles sont exclues de la démarche scientifique. Aucun article scientifique en biologie ou en cosmologie ne ferait sérieusement d'hypothèses basées sur l'existence de Dieu, de l'âme ou d'une quelconque énergie vitale, cosmique ou psychique. Ces hypothèses sont aujourd'hui cantonnées en dehors du champ de la science, même si certains scientifiques sont des croyants. Il en résulte que la spiritualité demeure en baisse dans les sondages, dans la société occidentale. C'est pourquoi la séparation entre la science et la religion reste aujourd'hui de principe au sein des académies scientifiques. Elle est ouvertement exprimée par certains scientifiques de renom, comme le célèbre académicien britannique Richard Dawkins, fervent défenseur de l'athéisme, ou encore l'américain Stephen Jay Gould, partisan de l'indépendance avec son principe du non-recouvrement des magistères. Dans la voie du dialogue et de l'intégration proposée par Barbour, un point de conciliation semble toutefois possible entre science et religion. Ce serait une erreur de rester cantonné au strict point de vue du conflit, et de conclure systématiquement à l'ineptie de toutes les formes de spiritualité, en affirmant aveuglément que toutes leurs idées sont fausses, que toutes leurs hypothèses sont infondées. Il y a des spiritualités ou des théologies de la nature qui sont compatibles avec la science. Cette approche de conciliation a du sens puisque dans le passé, et encore aujourd'hui dans une certaine mesure, c'étaient les sages, les prêtres et les chamans qui étaient dépositaires du savoir. La démarche revient en quelque sorte à renouer les savoirs traditionnels avec la science actuelle. Comme l'a dit très justement Gérard Simon, professeur émérite à l'Université de Lille, France, séparer pensée moderne et pensée archaïque est tout simplement une pensée archaïque des modernes. Il est temps de dépasser les clivages et de réinterpréter certains concepts philosophico-religieux par rapport aux connaissances actuelles. Une voie ouverte par plusieurs personnalités comme l'essayiste Jean Stone, le biochimiste et généticien Michael Denton, les physiciens Bernard d'Espagna, Olivier Costa de Borgard et Fritjof Capra, l'astrophysicien Trinh Xuan Tuan,
les médecins Jean-Jacques Charbonnier et Pim van Lommel, et bien d'autres encore. Nous insisterons par moments sur les idées de John Stone qui pose un certain nombre de questions dans un livre captivant intitulé « Notre existence a-t-elle un sens ?» Fruit de 20 années de recherche et de rencontres avec des dizaines de personnalités représentant les grands domaines du savoir, ce livre fait le point sur les dernières découvertes dans 4 disciplines: la physique quantique, l'astrophysique, les sciences de l'évolution et les neurosciences. Partant du monde de l'infime petit à l'infime grand, en passant par l'évolution du vivant jusqu'à l'émergence de la conscience, l'ouvrage nous emmène dans un univers, notre univers, rempli d'énigmes scientifiques, de problèmes complexes et d'équations réversibles, à la frontière entre le connu et l'inconnu, ce no man's land qui marque précisément le terrain d'entente entre la science et la religion. Pour résumer en quelques lignes, disons que ce livre apporte de nouvelles lumières, preuves scientifiques à l'appui, à la question de savoir si l'évolution de la matière dans l'univers de sa création jusqu'à la genèse de la vie sous ses multiples formes, est entièrement le fruit du hasard, ou bien si cette manifestation est la finalité d'un processus gouverné par une forme d'intelligence supérieure dans la nature, en d'autres mots, un Dieu, impliquant l'existence d'autres plans de la réalité où essence des choses, y compris des êtres vivants, pourrait bien être immatériel, situé en dehors de l'espace et du temps dans une dimension cachée régie par d'autres lois que celles actuellement connues. Quelle importance, me direz-vous? La réponse à cette interrogation ne va pas changer la face du monde, ni notre vie au quotidien. Certes, elle n'a aucune espèce d'importance pour les personnes qui ne s'interrogent pas sur le sens de la vie. Mais détrompez-vous pour les autres, amateurs de science et de philosophie, car s'il y a bien des questions métaphysiques essentielles pour l'homme, au gré des cultures et des traditions, c'est bien de savoir si une cause intelligente est à l'origine du monde, si la finalité de notre existence est matérielle ou non, et enfin si la réalité d'un monde spirituel ou intelligible, au sens platonicien du terme, est une possibilité envisageable. Toutes ces sous-questions découlent de la grande interrogation posée ci-dessus. Si la science parvient un jour à y répondre, notre perception cartésienne de la vie sera définitivement ébranlée. Elle se fissure déjà, car les découvertes scientifiques énoncées plus haut sont autant de brèches fragilisant progressivement le pilier de nos connaissances, laissant une place privilégiée à cette possibilité. Ces découvertes sont stupéfiantes car elles bouleversent nos conceptions matérielles, laissant place à de nouveaux paradigmes qui remettent en cause ce que nous tenions pour des vérités acquises. Elles tendent à indiquer, 1. Qu'il existerait un autre plan d'existence au-delà du monde physique. 2. Que les particules de matière qui nous composent sont interconnectées de manière à pouvoir interagir entre elles, à distance et de façon instantanée. La non-localité qui rejoint la notion d'interdépendance des choses dans l'univers, un concept commun à diverses spiritualités. 3. Qu'il est probable qu'une intelligence soit responsable de l'architecture de l'univers. 4. Que l'apparition de la vie est peut-être pas le fruit du hasard, etc. Autant de thèmes qui nous font réfléchir à la fameuse question « Pourquoi sommes-nous là ?» Ces avancées sont capitales car les implications métaphysiques ont des conséquences inédites. Elles nous ouvrent les portes vers d'autres niveaux de réalité, enfin admis pour la première fois dans les sciences académiques, qui les considéraient jusqu'alors comme une fantaisie de notre imagination, avide de rêves et de superstitions. Il existe un rapprochement évident entre ces nouvelles théories et certaines conceptions issues des anciennes traditions. C'est ce que nous verrons dans la deuxième partie de ce travail. Le présent essai se définit comme un travail de synthèse et de réflexion d'un celtisant amateur, ayant examiné une ancienne spiritualité occidentale au regard de nos connaissances actuelles. Pour structurer cette approche, nous avons subdivisé le contenu de cet essai en 2 grandes parties. Dans la première partie, nous plongerons dans le passé à la découverte des Celtes et de leur ancienne spiritualité enseignée par les druides. Nous ne nous focaliserons pas sur les éléments matériels de la culture celtique, qui est davantage l'objet de l'archéologie. Toutefois, nous en esquisserons quelques traits et résumerons quelques aspects historiques nécessaires à la compréhension de notre sujet, à savoir les Celtes. Nous concentrerons nos propos sur les druides, personnages incontournables de la société celtique, afin de développer davantage les aspects philosophiques et religieux qu'ils professaient, en se basant sur des sources qui nous paraissent pertinentes, loin des théories farfelues qui foisonnent aujourd'hui dans la littérature. En ce sens,
Il nous semble important de réhabiliter cette spiritualité qui constitue, rappelons-le, un des rares héritages philosophico-religieux pré-chrétiens d'une grande partie des peuples d'Europe occidentale et centrale. La religion constituait le pilier de la culture celtique, et les druides font indéniablement partie des premiers grands sages que notre histoire a connus. Ce sont également les précurseurs d'un mode de pensée que nous pourrions qualifier de rationnel, d'ailleurs trop souvent exclusivement attribué à tort aux philosophes grecs de l'Antiquité, car leur philosophie était centrée sur l'instruction, le savoir et l'acquisition de connaissances dans de nombreuses sciences. En ce sens, ils étaient pionniers d'une certaine approche scientifique en Occident. C'est pourquoi nous pouvons qualifier les disciplines qu'ils enseignaient de sciences druidiques. De plus, nous l'avons dit, les Celtes étaient profondément religieux. Jules César disait même que les Gaulois s'adonnaient de façon immodérée aux choses de la religion. Et c'est précisément l'originalité de cette spiritualité méconnue de l'histoire des religions qui mérite d'être développée. La première partie consistera en un travail de reconstitution qui exposera ce que nous savons des doctrines celto-druidiques, sur base de différentes sources bibliographiques. C'est donc une synthèse que nous proposons au lecteur. Nous disposons également de l'enseignement d'un mouvement néo-druidique, dont le contenu complétera nos propos. C'est pourquoi nous nous permettrons également quelques interprétations des doctrines druidiques. Dans ce sens, notre exposé doit être considéré comme un essai dans sa double acception, à savoir comme un essai proprement dit, une œuvre de réflexion, mais aussi comme une tentative d'interprétation, sans pour autant prétendre, bien entendu, détenir le véritable sens de la doctrine qui n'a pas été transmis à la postérité. Nous devrons nous contenter de suppositions, que nous nous efforcerons de corroborer par des études plus érudites. Nous faisons ici l'aveu de nos propres limites, face à une tradition qui a presque entièrement disparu. En effet, nous devons reconnaître, à propos des doctrines druidiques, qu'il n'existe plus d'autorité qualifiée, c'est-à-dire un corpus traditionnel détenteur de l'enseignement oral et ésotérique, qui permettrait d'évaluer la justesse des interprétations modernes. Il existe bien, aujourd'hui, des mouvements néo-druidiques, mais ces derniers ne sont que des corporations reconstituées dont l'enseignement n'a pas de filiation directe avec celui des druides de l'Antiquité. Nous en reparlerons dans les pages qui suivent. Dans la deuxième partie, nous tenterons de comprendre, sous le prisme des sciences actuelles, quelques concepts liés aux anciennes spiritualités et plus particulièrement au système religieux des Celtes. Nous établirons des parallèles entre les croyances celtiques et des théories scientifiques plus récentes. Certaines de ces croyances, comme celle en l'immortalité de l'âme ou de ces pratiques, comme la divination, sont indissociables de la magie et des sciences occultes. Nous établirons les faits et tenterons d'apporter une interprétation scientifique de certaines manifestations. Pour ce faire, nous comparerons d'anciens écrits issus de croyances traditionnelles avec des publications plus récentes. Les découvertes scientifiques sur ces questions de frontières entre science et religion sont captivantes car la réalité dépasse parfois la fiction des vieilles superstitions. C'est ce que nous souhaitons partager avec le lecteur. À titre d'exemple, pour comprendre le concept d'autre monde chez les Celtes, nous explorerons les niveaux psychiques et les états mentaux que la parapsychologie a mis en évidence. Nous comparerons ces autres niveaux de la réalité avec les découvertes de la physique quantique, qui apportent elles aussi des preuves que le monde matériel que nous percevons au quotidien ne serait pas le seul monde réel envisageable. Les découvertes de la révolution quantique, comme il est coutume de l'appeler, ont de nombreuses conséquences en métaphysique et en philosophie des sciences. Elles nous dévoilent quelques principes qui gouvernent une dimension invisible au-delà du visible, prouvant ainsi la nature immatérielle des choses, au-delà du temps et de l'espace, comme le soupçonnaient les anciens sages. Ensuite, pour appréhender le panthéon et la cosmogonie celtique, fondée en grande partie sur l'observation des astres et de leurs cycles, nous examinerons les progrès de la cosmologie et de l'astronomie actuelle abordant les questions de l'origine et de la structure de l'univers, avec des implications théologiques envisagées par la science elle-même. Pour analyser la doctrine de l'immortalité de l'âme prônée par les druides, nous examinerons les énigmes de l'après-vie à travers les expériences médiumniques et spirites conduites par la communauté scientifique lors de l'essor des sciences psychiques. Nous intégrerons également les leçons qu'il faut tirer des expériences proches de la mort, ou expériences de mort provisoire, selon une terminologie plus récente,
et des expériences hors du corps ou décorporation, qui sont de plus en plus prises au sérieux à travers le monde dans les milieux cliniques. Autant de phénomènes qui conduisent à des théories innovantes en neurobiologie selon lesquelles la conscience pourrait exister indépendamment du cerveau et du corps. Les avancées scientifiques dans tous ces domaines permettront d'éclairer, au moins partiellement, quelques pratiques qui appartiennent au registre de la magie comme la voyance, la télépathie, les sorties dites en corps astral ou les communications présumées avec les défunts. Tous ces faits ont été étudiés et constatés, mais ils demeurent en grande partie inexpliqués. Ils appartiennent aux résidus non classés de la nature, pour reprendre l'expression du célèbre philosophe et psychologue américain William James qui les étudia pendant 25 ans. Autrefois qualifiés de surnaturels, ils sont aujourd'hui accent aigu interprétés selon les théories de la métapsychique et de la parapsychologie, intégrant la phénoménologie du magnétisme animal, du somnambulisme, de l'hypnotisme et de la médiumnité. La nouvelle psychologie, disait l'anthropologue Evans Wentz en 1911, nous a forcé d'admettre, au moins comme hypothèse de travail, l'éventualité que des intelligences ou des entités invisibles soient capables d'influencer l'homme et la nature, Wentz 1911. Voilà une hypothèse de travail audacieuse de la part d'un anthropologue. Nous sommes d'ailleurs convaincus que c'est cette voie initiée par les psychistes, les chercheurs en sciences psychiques, qu'il faut arpenter pour comprendre rationnellement, scientifiquement certains mystères de l'occultisme. C'est pourquoi nous nous intéresserons aux recherches psy qui, curieusement, sont assez rarement mentionnées dans la littérature consacrée aux anciennes spiritualités, alors qu'elles apportent tant de lumière sur des phénomènes qui lui sont propres. Toutefois, notre exposé sera essentiellement théorique. Si nous disposons d'archives, de comptes rendus et d'études critiques, nous n'avons pas eu la chance de participer à ces expériences. Nous nous contenterons de les rapporter, en étant conscients qu'il est difficile de trancher définitivement sur de tels faits à partir d'éléments purement bibliographiques. Il appartiendra au lecteur de tirer ses propres conclusions. Nous verrons que l'évolution des connaissances dans les recherches psychiques a tendance à redonner du crédit aux anciennes conceptions pythagoriciennes, platoniciennes et dans une certaine mesure, celtiques. La synthèse de cette approche nous mènera vers la perspective qu'une conception entièrement matérialiste de la vie ne correspond plus à la réalité ultime qui se devine à nous. Partie 1. Les croyances BARDODRUIDIQUES dans la culture celtique. Pour mesurer le génie religieux celtique, il faut tenir compte à la fois de la persistance avec laquelle ont été conservés certains éléments archaïques, en premier lieu les coutumes et les croyances en relation avec les mystères de la féminité, du destin, de la mort et de l'autre monde, et de leur revalorisation continuelle depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque prémoderne. Mircea Eliade, 1907 à 1986, historien des religions. Extrait de Histoire des croyances et des idées religieuses. Comment appréhender la spiritualité chez les Celtes? Nous l'avons signalé dans l'introduction, les Celtes ne nous ont directement légué aucun manuscrit, aucun texte explicatif sur leurs croyances et leurs principales doctrines spirituelles. Étant donné la nature orale de l'enseignement, René Guénon, 1921, entre autres auteurs, parle d'une disparition à peu près totale de la doctrine druidique. Mais alors, quelles sont les données objectives dont nous disposons? Il y a effectivement un paradoxe derrière ce manque de données, et l'abondante littérature consacrée aux druides et à la spiritualité des Celtes. En vérité, malgré l'absence de manuscrits anciens, nous avons des preuves du savoir des druides et de leur système religieux. Barry Cunliffe, professeur d'archéologie à l'université de Southampton, reconnaît d'ailleurs que les données concernant la religion celtique sont plus nombreuses et plus variées que celles traitant d'autres domaines de la vie de ces peuples, Cunliffe 2006. L'ensemble de ces données, dit-il, permet de reconstruire un modèle probable des systèmes religieux des Celtes. Bruno 2008, dit même, à propos de l'univers spirituel des Gaulois, que cette spiritualité fut le vecteur le plus puissant de la diffusion de la civilisation celtique en direction de ses voisins. Nous disposons principalement de deux types de documentation. Premièrement, les travaux des historiens grecs et latins plus ou moins contemporains aux Celtes comme Jules César 100 ACN 44 ACN, à qui nous devons beaucoup grâce à ses fameux commentaires sur la guerre des Gaules, Commentari de Bello Gallico,
l'historien grec Diodore de Sicile 90 ACN 20 ACN, le géographe grec Strabon 64 ACN 21 PCN, le géographe romain Pomponius Mela milieu du 1er siècle, PCN, Timagène Alexandrie 1er siècle ACN ou encore Amiens Marcelin, Pline l'Ancien, Tite Live, etc. Tous ces auteurs nous délivrent des textes qui, une fois analysés et comparés par les philologues, fournissent des informations de première qualité, avec toutefois des réserves puisque les points de vue de ces chroniqueurs ne sont pas toujours impartiaux, loin de là. Les Romains étaient parfois ennemis des Celtes et n'étaient dès lors pas toujours à même de bien comprendre leurs coutumes. Ces descriptions autorisent des déductions sur certains traits relatifs à la religion et aux croyances. Celle de la société gauloise rédigée par Jules César dans la guerre des Gaules, directement recopiée de l'œuvre d'un savant grec du 1er siècle ACN, Poséidonios d'Apamée, qui fut le premier écrivain à visiter la Gaule, fait partie des plus importantes contributions historiques, malgré le fait qu'elle a été rédigée à une époque où le système religieux des Celtes a vraisemblablement commencé à décliner. Une partie est consacrée à la religion et aux druides, même si César n'en cite aucun au cours de ses campagnes, preuve qu'il n'en a probablement pas rencontré, expliquant leur position et leur fonction dans la société, ainsi que leurs principaux dieux, quelques rites et coutumes, dont les sacrifices humains. Mis à part cette importante contribution, il faut admettre la portée limitée de ces descriptions, puisque les textes des auteurs grecs et latins demeurent anecdotiques et dépourvus d'analyse. Il s'agit essentiellement de simples commentaires ou de courtes citations. Deuxièmement, il y a la littérature celtique médiévale, qui est spécifique aux Celtes insulaires, Irlande et Pays de Galles notamment. C'est une documentation précieuse, car il s'agit d'un des rares héritages de la tradition orale consignée par écrit. Toutefois, leur retranscription est tardive. Les premières retranscriptions remontent au 7e siècle et se prolongent jusqu'au 15e siècle. Les manuscrits irlandais les plus importants ont été rédigés vers les 11e pour le livre de la Vache brune et 12e siècle, pour le livre de Leinster. Elle a été faite par des scribes, des moines chrétiens, que certains historiens considèrent comme les descendants des Philides, les bardes irlandais, une des classes de l'ordre de druides qui, convertis au christianisme et devenus moines ou évêques, ont mis l'enseignement oral par écrit. L'archéologue et historien français Venceslas Kruta confirme le soin que l'Église d'Irlande accorda à la récupération de la tradition antérieure pour asseoir solidement son pouvoir, notamment en formant un clergé à partir de l'élite intellectuelle constituée par les druides, Kruta 2000. Cette période a donné lieu aux chrétientés celtiques et au monachisme celtique qui se définissent comme la forme prise par le christianisme du Haut Moyen-Âge dans les pays celtiques. Guillaume Warc et Leroux, 1990. Cependant, le phénomène d'évangélisation reste mal connu et entaché de mystère. Des historiens ou écrivains ont vu dans certains monastères celtiques un ordre succédant aux anciens collèges druidiques, sous la direction de prêtres celtes qui ont gardé la philosophie antique des druides, d'Archeville, 1995. C'est ainsi que les Celtes ont laissé des racines dans la chrétienté du Moyen Âge. L'évangélisation de l'Irlande, par exemple, a généré une forme de syncrétisme entre christianisme et druidisme, avec à la tête de ce mouvement quelques figures emblématiques du christianisme celtique comme saint Patrick, saint Columba Diona, Columcille en irlandais, qui aurait bénéficié paraît-il de l'enseignement d'un fil christianisé, ou encore Columbanus ou saint Colomban qui était un barde issu de la noblesse irlandaise. Suite à la christianisation, les druides disparaissent progressivement des îles. Ne subsistent plus alors que les moines initiés à l'écriture. La littérature celtique médiévale traite principalement de la mythologie. Elle présente l'intérêt de dépeindre une société irlandaise beaucoup plus ancienne au sein de laquelle les druides occupaient une fonction prééminente. Cependant, cette source de documentation est sujette à caution. Premièrement, leur retranscription est tardive et fut réalisée par des chrétiens, les moines copistes, fussent-ils ou non descendants des Philides, ce qui jette un doute quant à la nature purement celtique de son contenu, ou plutôt doit nous mettre en garde sur d'éventuels faux archaïsmes. En effet, les moines ont probablement été tentés dans les retranscriptions d'insérer des influences chrétiennes, grecques ou romaines dont ils avaient une connaissance profonde. Par ailleurs, il faut être conscient que les choses avaient considérablement changé au Xe siècle PCN par rapport à l'apogée de la civilisation celtique, et que lors de ces retranscriptions,
des éléments ont certainement été oubliés ou tout simplement filtrés. Les transcriptions sont donc parfois incomplètes ou même tronquées. Deuxièmement, cette littérature relate des récits mythologiques, autrement dit des faits qui relèvent des contes et légendes, dont il est toujours difficile d'analyser l'objectivité du contenu. Ces textes sont-ils le reflet d'un imaginaire où se mêlent le merveilleux et le fantastique ? Ou bien cachent-ils des rites et coutumes qui avaient réellement leur place au sein de la société celtique ? Probablement un peu des deux, à la fois. Toujours est-il que le cas de l'Irlande demeure unique en son genre. Elle est le dernier État celte. Elle n'a pas connu la romanisation et a été christianisée vers le 5e siècle PCN. Jusqu'à cette date, la société celtique a perduré dans son organisation, ses institutions et ses traditions. Les druides y étaient toujours présents alors qu'ils avaient disparu du continent depuis déjà plusieurs siècles. C'est précisément cette exception irlandaise qui fait toute la richesse de cette littérature qui est parvenue jusqu'à nous. C'est une source d'information difficilement contournable, qui du reste délivre des éléments véridiques. Cunliffe 2006 explique par exemple que ces récits mythologiques décrivent de nombreuses scènes de fêtes et de batailles où s'affichent des comportements et des pratiques que les travaux ethnographes de Poséidonios et César ont eux-mêmes décrits sur le continent, comme par exemple les réjouissances tribales et l'attribution aux héros du meilleur morceau de viande, l'utilisation de chars de combat, les combats singuliers, l'exhibition de têtes coupées, ainsi que d'autres traits de caractère celtique liés à l'éthique, le sens de l'honneur et les motivations des guerriers. Pour toutes ces raisons, les anciennes littératures celtiques représentent un des éléments les plus précieux dont nous disposons pour l'étude du monde spirituel et de la pensée des Celtes, Venceslas Kruta, 2001. À propos des mythes, Mircea Eliade, 1959, ajoute « Ils sont souvent plus précieux que les rites pour l'intelligence d'un comportement religieux. Car c'est le mythe qui révèle le plus complètement le désir profond, souvent inconscient, de l'homme religieux. » Quels sont ces textes mythologiques ? Il y en a beaucoup. En Irlande, les mythes sont classés en 4 groupes ou 4 grands cycles. 1. Le cycle mythologique, contenant les récits sur les anciens dieux de l'Irlande. Ce cycle comprend entre autres la bataille de Mag Churd, Catmeg Tuirad, la coûtrice d'Éten Tosh Marketen et les navigations, Imrama. 2. Le cycle d'Ulster ou de la branche rouge, le plus considérable, le plus riche avec 80 histoires isolées dont la razzia des vaches de Coulay, Timboquinge, centré sur le héros Cuchulainn, le plus grand des guerriers mythiques. L'équivalent du légendaire Achille dans la mythologie grecque ou de Thor dans la mythologie nordique. 3. Le cycle de Leinster, ou cycle de Finn ou cycle ossianique, qui rassemble des récits d'origines très diverses. Et 4. Le cycle historique, ou cycle des rois, qui contient le livre des conquêtes, le Borgabala Eren, traitant principalement des rapports entre le roi et son peuple. Il existe en réalité près d'1 millier de manuscrits irlandais. Au pays de Galles, il y a 2 textes plus récents. 1. Les 4 branches du Mabinogi et 2. Le cycle arthurien ou le roman de la table ronde, qui est une adaptation du cycle irlandais d'Ulster. L'analyse de cette littérature est la spécialité de quelques auteurs. Nous ferons régulièrement référence à Christian Guillon Warc et Françoise Leroux, ayant légué à la postérité plusieurs livres d'une qualité remarquable, rédigés en français, ce qui nous facilite la tâche. Ces ouvrages ont grandement contribué à l'amélioration des connaissances sur les druides et la culture celtique. Ils ont analysé en détail la plupart des manuscrits irlandais et gallois, en prenant soin de consulter au préalable les textes originaux dans des éditions sûres. Néanmoins, leurs analyses, tout érudites soient-elles, souffrent à nos yeux d'un inconvénient majeur. Elles se basent essentiellement sur des textes mythologiques et nous laissent l'impression de dépeindre les druides tels qu'ils étaient réellement, alors que les épopées irlandaises nous décrivent les druides tels qu'ils étaient mythologiquement, légendairement, pourrait-on dire. L'esprit critique doit rester de rigueur pour séparer le mythe de l'histoire, et ne pas interpréter au pied de la lettre tous les faits relatés dans les légendes. Il appartient au lecteur de faire la part des choses. Sur le continent, nous disposons de très peu de sources écrites autochtones datant de la civilisation celtique à proprement parler, ni d'aucune retranscription comme ce fut le cas en Irlande. La mythologie gauloise, nous dit Bruno 2008, a presque totalement sombré dans l'oubli car elle n'a pas été recopiée par les historiens et géographes grecs. L'archéologie vient ici compléter les travaux des auteurs gréco-latins. Elle permet de s'en tenir aux faits concrets.
Les fouilles archéologiques ont révélé d'innombrables pièces, sépultures, bijoux, armes, poteries, fibules, pièces de monnaie, statues, etc., qui sont autant de témoins matériels de la vie des Celtes. Les quantités d'objets sont inégales à travers l'Europe. Elles sont très importantes dans les îles britanniques, la France, la Belgique, 3 régions où les druides étaient maîtres, les Pays-Bas, l'Italie du Nord, l'Allemagne et l'Autriche, importantes dans certains pays de l'Est par exemple. République tchèque, Hongrie, Roumanie, moyenne dans le nord de l'Espagne. Certains objets sont uniques en leur genre, comme le calendrier de Coligny, le chaudron de Gundestrup ou la cruche de Breno. L'analyse détaillée de ces objets mériterait certainement un ouvrage entier. Ils divulguent des informations précieuses sur différents aspects relatifs à la vie spirituelle, aux divinités ou encore aux connaissances astronomiques, elles-mêmes intimement liées chez les Celtes à la théologie. L'iconographie, les statuaires et la manière dont tous ces objets sont décorés témoignent de la richesse de l'art celtique dont les motifs originaux donnent également des indices sur la spiritualité et l'inspiration artistique, elle-même associée à l'inspiration divine. Venceslas Kruta considère que le témoignage le plus direct qui nous soit parvenu de l'univers spirituel des Celtes indépendants est constitué par leurs œuvres d'art, Kruta in Moscati et al. 2001. À propos de l'art celtique, Anne Ross parle d'une gloire du monde barbare, une grande, bien que limitée contribution des Celtes à la culture européenne. Ross, cité par Eliade, 1978. Les Celtes ont développé une forme originale d'expression artistique tout en courbe, en entrelacs, en motifs végétaux et animaliers. Cet art indigène constitué est un véritable langage pour toucher l'inconscient qui dans l'Antiquité, selon Bruno, 2008, était interprété comme une émanation divine. L'art celtique s'est prolongé jusqu'aux chrétientés du Moyen Âge irlandais. Il se distingue nettement de celui de Rome ou de la Grèce antique. Par ailleurs, l'archéologie constitue la principale source de nouvelles découvertes, comme les sanctuaires et les nécropoles, qui nous apprennent un peu plus chaque jour sur les pratiques religieuses et le culte des morts en particulier, remettant parfois en cause des idées reçues. Jean-Louis Bruno, un autre archéologue français, explique que la Gaule, à partir du IVe siècle ACN, se couvre de sanctuaires monumentaux dont on ignorait l'existence voici 40 ans. Toutefois, la prudence est également de mise face aux découvertes archéologiques, dont il est toujours délicat de déduire des certitudes à propos des pratiques religieuses. De plus, la démarche archéologique est essentiellement basée sur des éléments historiques et matériels. Elle contient relativement peu d'informations sur les aspects métaphysiques, et se limite à ce qui a pu être archivé. Il y a d'ailleurs 2 grandes écoles dans le domaine de l'archéologie, celle qui privilégie la description et le classement, puis celle qui s'intéresse davantage à l'interprétation. Kruta explique que la deuxième école a été négligée au profit de la première, si bien que les ouvrages des archéologues puristes, pourtant riches d'enseignements, sont souvent ennuyeux à lire, c'est nous qui le disons, et non Kruta, car chaque objet y est minutieusement décrit avec force de détails qui rendent la lecture difficile, tandis qu'il y a peu d'informations sur le sens et la symbolique des éléments figuratifs. Dans ce champ d'investigation, l'archéologie, Jean-Louis Bruno et Venceslas Kruta sont des archéologues de renom que nous citerons abondamment, respectivement spécialistes des études gauloises et directeurs d'études de la protohistoire de l'Europe. Il y a bien entendu les œuvres monumentales des précurseurs des études celtiques, tous ne sont pas des archéologues, du XIXe siècle, tels Amédée Thierry, Henri d'Arbois de Jubinville, Camille Jullian, puis ceux de la première moitié du XXe siècle comme Joseph Deschlet, Henri Hubert, Joseph Vendry et bien d'autres qui, par leurs premiers travaux de recherche et de synthèse, ont permis l'intégration des matières celtiques dans l'enseignement universitaire. Ceci pour dire qu'en l'absence de textes rédigés par les Celtes, il y a tout de même matière à réflexion. Enfin, il y a les données controversées, principalement des textes et des rituels, issus de la tradition néo-druidique, elle-même inspirée en partie du courant des chrétientés celtiques et de la franc-maçonnerie. C'est au sein de ce type de chrétienté que se serait conservé l'enseignement des druides. Sous l'impulsion d'un certain nombre d'érudits comme le savant britannique John Aubrey, ce savoir est apparu au XVIIIe siècle avec la Renaissance druidique qui, ces 300 dernières années, s'est considérablement ramifié, diversifié, certains diraient dénaturé, en une multitude d'assemblées. Mais ce dernier courant fait-il véritablement partie de la culture celtique ?
Comment y déceler les éléments objectifs de la tradition druidique? Y a-t-il d'ailleurs encore quelque chose de celtique dans leur contenu? Rien n'est moins sûr. Venceslas Kruta voit dans les associations néo-druidiques une sorte de variante celtique du mouvement maçonnique, qui réinventa à son idée des traditions et des cérémonies ordonnées autour des grandes fêtes solaires de l'année, Kruta 2000. La Renaissance druidique demeure la dernière contribution des Celtes et des celtisans, cristallisée dans des folklores toujours vivants de nos jours. C'est également celle qu'il faut appréhender avec le plus de circonspection, car force est de constater que l'on trouve aujourd'hui tout et n'importe quoi dans les mouvements néo-druidiques. Il existe néanmoins quelques assemblées sérieuses orientées vers une forme d'initiation spirituelle basée sur l'étude des matières celtiques et la pratique de sciences druidiques attestées par l'histoire. C'est une source d'information dans laquelle il est possible de retrouver quelques traits qui prolongent la tradition celtique. C'est pourquoi nous puiserons également dans cette littérature, avec bien sûr certaines réserves. Sur ce point, osons déjà dire que tous ceux qui se réclameraient d'une filiation directe avec les druides de l'âge du fer, dont ils auraient perpétué l'enseignement au fil des siècles à travers une chaîne continue de relations de maître à disciple, ne sont que des celtomanes un peu trop illuminés, des affabulateurs ou bien des charlatans. Certains historiens considèrent d'ailleurs qu'il est plus sage d'écarter des études celtiques les éléments de la Renaissance druidique, considérant que les seules données fiables sont de nature philologique, historique, ce compris l'histoire des religions, et archéologique, tout en intégrant la littérature celtique médiévale. Le lecteur aura compris la difficulté de l'exercice. Elle réside à la fois, et de manière paradoxale, dans le manque d'informations authentiques, c'est-à-dire des informations provenant directement d'un druide antique, et dans la multitude des sources actuelles, où une affirmation fermement soutenue par un auteur se voit parfois contredite par un autre. Dans les matières celtiques, comme partout en sciences, différentes écoles se confrontent, en particulier celles de l'archéologie et de la philologie. Nous regroupons dans cette appellation les approches linguistiques et littéraires, avec des querelles de chercheurs défendant chacun la pertinence de son approche. La nôtre se bornera à fournir une synthèse visant à exprimer ces différentes théories pour y dégager une vue d'ensemble qui, nous l'espérons, paraîtra cohérente. Bien entendu, notre analyse ne sera que partielle car en tant que celtisans amateurs, nous n'avons pas l'érudition ni la prétention de détenir toute la matière nécessaire à un examen complet. Terminons en avouant également que toutes les sources évoquées plus haut, même si elles sont nombreuses, ne sont malheureusement que des bribes de la tradition. Elles ne représentent qu'une infime portion du savoir des druides, qui était encyclopédique. Mais d'encyclopédie des druides, il n'y en a point. Du moins aucune rédigée par eux. En l'absence de manuscrits ou de témoins directs, nous devons nous en tenir sur les questions religieuses à des traits généraux. Ce sont ces traits que nous allons esquisser. Quelques mots d'histoire. L'origine des Celtes. Pourquoi s'intéresser à la civilisation celtique? Tout simplement parce que l'Europe occidentale et centrale commence son histoire par et avec les Celtes. Christian Guillon Warc, 1926 à 2012, et Françoise Leroux, 1927 à 2004. Professeure de celtique et historienne des religions. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est utile de resituer brièvement les Celtes dans leur contexte historique. Qui étaient les Celtes? D'où viennent-ils et à partir de quand ont-ils surgi dans l'histoire? Certes, ces questions ont déjà été abordées maintes fois dans divers ouvrages, mais les théories avancées ne coïncident pas toujours. Certaines découvertes récentes ont également bousculé les modèles traitant de l'histoire des peuples celtiques. Si bien qu'il demeure une confusion sur le sujet. D'autant plus que ces questions, pourtant simples, n'ont pas de réponse claire. Le concept même de Celte, qui aurait été précédé de proto-Celte, fait l'objet de débats entre chercheurs. Quant à la question de leur origine, Christian Goudineau, pourtant professeur au Collège de France et titulaire de la chaire des Antiquités nationales, formula la réponse suivante lors d'une conférence: « Madame, monsieur, j'aimerais le savoir moi aussi, et malheureusement je ne le sais pas. » Goudineau 2007. Cela résume bien toute l'incertitude sur le sujet. Certaines théories sont même plutôt fantaisistes, comme celles qui font remonter l'origine des Celtes à des continents légendaires ou des régions hypothétiques, telles l'Atlantide ou l'Hyperborée. Dans ce chapitre, nous compilerons certains éléments d'histoire, sans pour autant aller dans les détails.
Rassurons de suite le lecteur. L'objectif n'est pas de réécrire l'histoire de la civilisation celtique, mais de poser certaines balises afin de bien définir notre sujet dans le temps et dans l'espace géographique. Commençons par quelques grands repères de la culture humaine. Des formes archaïques du genre Homo remontent à environ 2 millions d'années et l'homme actuel, Homo sapiens, à 180 000–200 000 ans, pour ce qui est des premières origines africaines. Les Néandertaliens, Homo neanderthalensis, occupaient l'Europe et l'Asie occidentale il y a 250 000–300 000 ans. L'homme de Cro-Magnon, un des premiers représentants d'Homo sapiens en Europe, apparaît ensuite il y a grosso modo 30 000 ans. L'agriculture s'est développée il y a 10 000 ans. L'écriture la plus ancienne, le sumérien, remonte à 6 000 ans en Mésopotamie, située au niveau de l'Irak. À cette même époque de la préhistoire, en Europe, la révolution néolithique est en cours. Elle dure de 9000 à environ 300 ACN, avec des mutations techniques, économiques et sociales qui marquent le début de la protohistoire. Après les peuples du néolithique, les Celtes font partie de nos plus lointains ancêtres dont nous avons des témoignages écrits. C'est pour ainsi dire avec eux que notre histoire commence. Mais ironie du sort, les peuples celtiques demeurent relativement méconnus de l'opinion publique alors que leur diaspora en Europe fut des plus étendues et que l'ancienneté de leur civilisation en fait probablement notre patrimoine culturel le plus authentique. La plupart des manuels scolaires, tels qu'ils sont utilisés dans les cours d'histoire, ont souvent gommé cet héritage, considérant que notre culture occidentale est essentiellement d'influence gréco-latine, ne débutant pour ainsi dire qu'à partir de l'Empire romain. En évacuant du champ historique officiel les 5 siècles du second âge du fer, l'institution scolaire laisse entendre tacitement que la civilisation occidentale est presque entièrement l'héritière de la Grèce et de Rome, source de la culture. Cela revient à nier tout génie propre aux peuples autochtones, Bruno 2008. C'est le célèbre préjugé classique expliqué par René Guénon, 1921. C'est-à-dire le parti d'attribuer aux Grecs et aux Romains l'origine de toute civilisation. Fort heureusement les choses évoluent. Raphaël Zander, auteur de plusieurs publications sur les druides et professeur en langue germanique dans un collège de Stavelot, Belgique, nous dit que l'histoire des Celtes est maintenant devenue depuis une dizaine d'années un chapitre obligatoire dans les classes de secondaire. Il y a cependant quelque chose d'assez révoltant dans ce déni qui a prévalu pendant tant d'années, et qui a pour conséquence, aujourd'hui, une sorte d'amnésie collective à propos des racines de notre culture occidentale. Nos origines celtiques demeurent peu connues, alors que nous devrions revendiquer ce lointain patrimoine avec fierté. Il fait partie intégrante de l'histoire de nos peuples. Alors que nous reconnaissons toutes les contributions des cultures romaines, grecques ou chrétiennes dans le progrès de nos sociétés, nous faisons preuve d'une étonnante ingratitude à l'égard de cette brillante civilisation celtique qui les a précédées et dont nous descendons, certes indirectement, à travers une lointaine filiation oubliée. Oui, nous avons une identité culturelle bien antérieure au christianisme et à la civilisation romaine, mais nous l'avons oubliée. Il ne serait pas opportun d'énumérer, dans le cadre de cet essai, toutes les raisons de cette bavure de l'histoire, puisque certains auteurs se sont attelés à cette tâche de manière détaillée. Pour en savoir plus, renvoyons le lecteur aux ouvrages de Jean-Louis Bruno 2006 ou de Christian Goudineau 2007, qui argumentent très bien l'évolution des connaissances ayant abouti à cet état de fait. Mentionnons toutefois une de ces raisons. Les Celtes ont longtemps été considérés à tort comme des peuples barbares et primitifs, aux mœurs étranges et aux rites sanguinaires. Cette image simpliste et erronée, véhiculée à la fois par des auteurs classiques de l'Antiquité, grecs ou latins, et par des historiens des temps modernes, inspirés de ces mêmes auteurs classiques, n'a guère valorisé la culture celtique. Si bien que les Celtes ont été oubliés pendant longtemps de l'histoire des civilisations, n'ayant pas été perçus comme des peuples organisés en sociétés civilisées dignes d'intérêt. Nous savons maintenant que ces idées préconçues sont incorrectes. La société celtique était hautement organisée selon ses différentes couches sociales, elles-mêmes caractérisées par des techniques et des arts élaborés, complétées par un sens élevé de la spiritualité. C'est ce qui fait l'intérêt de l'étude de la civilisation celtique, nous dit Bruno, 2008. C'est l'histoire naissante des premières sociétés humaines identifiables qui ont habité des terres que nous foulons. Aujourd'hui nous en savons bien plus sur la société celtique que par le passé,
notamment grâce au progrès de l'archéologie qui nous révèle une civilisation remarquable ayant régné sur l'Europe pendant de nombreux siècles. Si nous remontons l'origine des Celtes jusqu'à l'âge du bronze, comme l'indiquent certains historiens et les datations linguistiques, nous pouvons considérer, en termes temporels, que notre héritage celtique, de la protohistoire jusqu'à l'Antiquité, sans oublier la période de transition gallo-romaine, est tout aussi important que notre culture gréco-latine. Toutefois, la question de l'origine des Celtes demeure un sujet controversé, où les données de l'archéologie et de la philologie ne convergent pas vers une même datation. D'après Goudineau 2007, il y aurait quasi-unanimité du milieu scientifique pour convenir qu'il n'y avait pas de Celtes avant l'âge du fer. Mais il précise bien qu'il s'agit d'une convention nullement argumentée, donc nullement justifiée, selon ses propres termes plus petits que plus grands que. Au commencement, étaient les Indo-Européens. Concernant l'origine des Celtes, Guillaume Warc et Leroux 1990 nous rappellent d'abord que les événements les plus lourds de conséquences pour l'histoire de l'humanité se sont produits en dehors des limites accessibles de l'histoire elle-même, il y a 4 ou 5 millénaires peut-être, quand des masses conquérantes parlant des langues apparentées quittèrent pour des raisons inconnues une région du nord de l'Eurasie. Ce sont les grandes migrations ou invasions indo-européennes. Au fur et à mesure de leur conquête, étagée sur des siècles, les arrivants firent disparaître ou assimilèrent les populations antérieures qui ne subsistèrent que dans les refuges les plus reculés, Caucase, Pyrénées, Laponie. Ces migrations, étalées sur plusieurs millénaires, ont touché la Grèce, l'Asie mineure, la Mésopotamie, l'Inde, l'Europe centrale, septentrionale et occidentale. Mircea Eliade, 1976 précise. On ne connaît pas un autre exemple semblable d'expansion linguistique et culturelle. Depuis plus d'un siècle, les savants se sont évertués à identifier la patrie originaire des Indo-Européens, à déchiffrer leur protohistoire et à éclairer les phases de leur migration. On s'accorde aujourd'hui à localiser le foyer des Indo-Européens dans les régions au nord de la mer Noire, entre les Carpates et le Caucase. Quoi qu'il en soit, il est certain que les origines de la culture indo-européenne plongent dans le néolithique, peut-être même dans le mésolithique. La dénéolithisation de l'Europe est d'ailleurs liée à ces migrations qui, parties du Proche-Orient, se seraient effectuées en 2 vagues, l'une passant par les Balkans, le courant danubien, l'autre par les côtes maritimes, le courant méditerranéen. En ce qui concerne la colonisation danubienne, Venceslas Kruta évoque lui aussi un phénomène migratoire très ancien, en 2 étapes, avec une vague d'avancée en Europe par des agriculteurs venus d'Asie mineure dans le courant du 6e ou 7e millénaire ACN, amplifiée par l'action d'une 2e vague, particulièrement dynamique, au 3e millénaire ACN. Il s'agirait par conséquent d'une indo-européanisation cumulative de l'Europe, Kruta, 2000. Guillaume Warc et Leroux, 1990, poursuivent. Les Celtes ont été la vague occidentale des nouveaux arrivants. L'origine des Celtes se perd ainsi dans la nuit des temps. Les Celtes participent à part entière au phénomène indo-européen, lequel est aux origines le mur extrême contre lequel bute l'histoire. Après, nous savons quelque chose. Avant, nous ne savons rien, hormis la vie matérielle rudimentaire des peuples néolithiques, dont les civilisations sont caractérisées par l'érection de monuments mégalithiques comme les dolmens, les menhirs et autres cromlechs. Nous n'avons aucun moyen de savoir comment les Celtes se sont comportés à l'égard du substrat néolithique qui les a précédés. Le plus simple est de supposer que les Celtes n'ont pas agi autrement que les Romains. Ils auraient imposé leur conception politique et religieuse, leur langue, puis par voie de conséquence, toutes leurs formes d'activités intellectuelles. Toutefois, l'étude de cette période de la protohistoire et du début de l'histoire laisse une impression curieuse. L'extension des cultures laisse penser à une mode qui se serait transmise par vagues, sans avoir été imposée par voie de conquête brutale. Un exemple est la pratique de l'incinération, caractéristique de la période de Hallstatt, qui fait suite à l'inhumation généralisée de la période de l'Athènes sans que l'on décèle le moindre changement de population. Mais toutes ces spéculations ne présentent finalement qu'un intérêt secondaire. Puis vinrent les Celtes. Revenons à quelques repères objectifs. C'est aux historiens grecs que nous devons les premières descriptions des Celtes. Les plus anciennes mentions des Celtes sont attribuées aux écrits d'Hécatée de Milet 550 à 475 ACN et d'Hérodote d'Halicarnasse 480 à 425 ACN.
Les mentions d'Hécatée de Milet seraient toutefois incertaines, car elles sont issues de fragments repris bien plus tard par un autre auteur, Étienne de Byzance, qui a peut-être déformé le texte initial. Il évoque les peuples celtiques du sud de la Gaule, les Ligures, et serait le premier à mentionner le nom de Massalia, Marseille, ainsi que le recrutement de mercenaires en provenance de la Gaule. Avant cette date, nul ne parle des peuples celtiques. Mansueli 2001 confirme que le plus ancien témoignage chronologique certain des peuples celtes est effectivement fourni dans les histoires d'Hérodote d'Halicarnasse, un savant considéré comme le père de l'histoire, qui indiqua les frontières du monde celtique vers 450 ACN, tout en évoquant l'établissement des Celtes en Europe occidentale près des sources du Danube. C'est également à cet historien grec que l'on doit le mot celte, terme qui dérive du latin celtae, et du grec keltoi, employé par Hérodote pour désigner les peuples installés dans cette région. Toujours selon Mansueli, il semblerait qu'une réalité celtique existait toutefois avant l'époque mentionnée par Hérodote, puisant ses racines dans la protohistoire du continent. Mansueli, in Moscati et al. 2001. Certains historiens admettent que ceux qu'on appelait les Celtes n'étaient à l'origine qu'une petite élite guerrière et intellectuelle qui a submergé à un moment donné les peuples qui habitaient la partie occidentale de l'Europe. Cette élite a celtisé les populations aborigènes et les a entraînées dans sa mouvance politique, culturelle et religieuse. Ainsi serait née la civilisation celtique, Marcal, 1998. D'après Venceslas Kruta, il existe un modèle de peuplement celtique en Europe qui se serait effectué par expansion progressive, aux alentours du VIe siècle ACN, à l'âge du fer, à partir d'un noyau central situé dans l'ère alsatienne, par référence à la civilisation celtique dite de Alsace, couvrant le nord-est et l'est de la France actuelle, le sud de la Belgique, l'Allemagne méridionale, la Suisse, la partie occidentale de l'Autriche et la Bohême. Kruta 2000. Mais cette hypothèse du berceau alsatien, qui a pourtant prévalu pendant près de 50 ans, n'est plus retenue aujourd'hui. Il semblerait qu'il faille concevoir plusieurs noyaux et plusieurs vagues d'expansion à des dates antérieures au modèle alsatien, pour expliquer correctement la présence des Celtes dans les diverses régions d'Europe. Les historiens considèrent l'expansion des Celtes comme un phénomène plus général d'acculturation progressive des populations locales. En vérité, avoue Christian Goudineau, nous ne disposons d'aucune théorie convaincante concernant l'origine et l'expansion des Celtes car il est impossible de dater avec précision tous les déplacements des Celtes. Nous avons bien quelques repères certains à partir des 5e et 6e siècles ACN, mais sans doute les Celtes étaient-ils déjà présents dès l'âge du bronze. En tenant compte des éléments relatifs à l'indo-européanisation, Kruta 2000 commente. Les fondements de l'Europe des Celtes seraient donc, dans leur ensemble nettement plus ancien qu'il ne ressort de la présentation traditionnelle, qui se limite en fait à illustrer l'expansion des Celtes dits historiques du groupe centre-occidental, supposé être à l'origine du peuplement celtique de toutes les régions d'Europe où est attestée la présence de celtophones. Il apparaît de plus en plus clairement que l'extension et l'enracinement des langues celtiques ne permettent pas de la considérer comme pouvant être le résultat d'une diffusion tardive, réalisée à la fin du deuxième millénaire ACN, depuis un seul noyau centre-européen. En ce qui concerne les racines du peuplement celtique de l'Irlande, l'archéologue repousse même la date jusqu'au dernier siècle du troisième millénaire ACN et à l'arrivée dans la région de populations de souche indo-européennes, qui imposèrent progressivement leur langue au substrat indigène néolithique. Quant à savoir précisément quand et comment les Celtes ont formé un groupe ethnique bien identifiable à partir de ce substrat indo-européen sans nom, c'est une question bien difficile à laquelle les historiens modernes ne savent toujours pas répondre. Toujours selon Kruta 2000, c'est à partir du 5e siècle ACN qu'il est possible de parler d'une identité culturelle bien distincte. Quant aux premières traces archéologiques, elles remontent au monde des princes celtes situé au 7e et 6e siècle ACN, caractérisé par de remarquables sépultures individuelles. C'est à partir de cette période que nous pouvons commencer à délimiter la diaspora des Celtes en Europe qui, à terme, s'étendit à une vaste région correspondant globalement au territoire couvert par la communauté européenne actuelle, avec une expansion jusqu'en Asie mineure. Quelques jalons historiques de la civilisation celtique. Il est difficile de trouver un consensus sur la question de l'origine des anciens Celtes.
Les spécialistes ne semblent pas toujours d'accord. L'histoire des Celtes se divise en plusieurs périodes. L'âge du bronze 300-800 ACN, début des migrations des peuples de l'Est entre 1800 et 1200 ACN et vague occidentale des migrations indo-européennes. L'âge du bronze comprend la période dite des champs d'urnes, 1200-800 ACN, où l'archéologie observe plusieurs vagues d'invasion jusque dans le sud de la Gaule et en Espagne. C'est une période caractérisée par une uniformité culturelle, avec une généralisation de la pratique de l'incinération, urnes enterrées dans des nécropoles. Les découvertes archéologiques retrouvent des traces de la civilisation celtique dans certaines régions de l'Europe entre 900 et 700 ACN, Marcal, 1998. Pour Cunliffe, 2006, l'origine des Celtes remonte également à l'âge du bronze puisqu'il affirme que ce serait entre 1300 ACN et 400 PCN qu'apparurent des communautés parlant des langues celtiques. Guillaume Varc et Leroux, 1990, semblent du même avis, affirmant que la présence des Celtes est désormais certaine aux alentours de 1000 ACN et elle est très probable pendant le demi-millénaire précédent, soit 1 500 ACN. Pour eux, les Celtes sont un peuple de l'âge des métaux. Toutefois, il est hautement probable que les Celtes formaient déjà un groupe cohérent et organisé à une époque très antérieure de la protohistoire, dès l'âge du bronze au second millénaire. Les Celtes eux-mêmes auraient été précédés de proto-Celtes, dont nous savons peu de choses puisqu'il y a 4000 ou 5000 ans, les seules archives connues sont chinoises, égyptiennes ou mésopotamiennes. Ces propos sont confirmés par Venceslas Kruta 2001, pour qui l'accord est général pour faire remonter la formation des langues celtiques au plus tard à l'âge du bronze, donc au deuxième millénaire ACN. Certains font même remonter l'origine des Celtes à une époque antérieure, expliquant que les datations linguistiques laisseraient à penser que les Celtes étaient déjà présents en Europe à la fin du troisième millénaire avant notre ère. Ces datations ne seraient toutefois pas conformes à d'autres données de l'archéologie et à des témoignages anciens, qui ont tendance à attribuer une origine plus récente, à l'âge du fer. Houdinot 2007 pose d'ailleurs la question. Comment verrions-nous les Celtes apparaître à la date de 3000, 2500, 1500 ou tel autre ? L'âge du fer, de 800 ACN à notre ère, période cruciale pour l'histoire de l'Europe. Certains archéologues considèrent les Celtes comme des populations de l'Europe occidentale de l'âge du fer. Bruno, 2006, elle-même subdivisée en plusieurs sous-périodes. Premier âge du fer, 800 à 500 ACN, civilisation de Hallstatt, du nom d'un site en Autriche, implantation des Celtes en Europe occidentale et progrès culturel et commercial. Échange avec les Grecs et les Étrusques. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.